cracher sur votre enfance. Bienvenue dans J'irai cracher sur votre enfance, le podcast qui malmène l'enfance des petits-enfants passage. À coup de Wamashigeri, Ouais. Yamashigeri, Yamakasi. À coup de Yamakasi. Ça va Bernie ? Ça va Nico ? Bah très bien, j'ai hâte d'évoquer ce film emblématique de cette décennie non moins emblématique. Et ce film, c'est Karate Kid, un film de 1984 de John G. Avildsen, qui est aussi le réalisateur De de Rocky Rocky 1. Voilà, on en reparle directement après la bande-annonce. Ça fait 4 jours que je me casse le cul et j'ai toujours rien appris. Beaucoup appris. Tu parles, j'ai appris à poncer les planches, à laver vos voitures, à repeindre vos maisons et vos palissades. Eh ben ça me fait une belle jambe. Pas se fier aux apparences. Eh ben j'en ai ras-le-bol, je rentre chez moi. Daniel-san, Quoi? reviens. Try to be best, cause you're only a man, and a man's got to learn to take. Try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best. Ça fait 4 jours que je me casse le cul et j'ai toujours rien appris. Beaucoup appris. Et voilà donc pour la bonne annonce de Karate Kid. D'abord, première question, Nico, comment tu as découvert le film ? Alors je l'ai découvert il y a quelques jours. Non, j'entendais beaucoup parler de ça à la récré, un peu comme tout le monde. Je crois que je l'ai vu à un moment enfant, mais peut-être en classe de neige. En tout cas, c'est un truc, ça m'a pas vraiment marqué. Du coup, j'étais content de le revoir pour comprendre un peu l'impact qu'avait ce film sur la pop culture. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de choses à dire, et surtout déjà sur la façon dont ça a été fait. Le film, il vient d'où alors du coup ? Alors le film, il est d'après une histoire vraie. Ah ouais. Donc c'est l'histoire d'un ado qui va s'élever grâce au karaté. Donc il est un peu bolossé par les gens de son lycée. D'abord, il déménage déjà. Ouais. Il y a ce côté, il vient du New Jersey et il part en Et Californie. il part en Californie et il va se retrouver finalement dans un lycée avec des gros Richards. C'est dans une famille monoparentale. Le père est absent, ce qui sera très important pour la suite de l'histoire. Du coup, parce que dans le 1, il n'y a pas trop d'explications. Ouais. Et c'est bien, je trouve. Ouais. Et donc il est avec sa mère, on voit qu'il y a quand même un lien qui est très fort et c'est assez touchant d'ailleurs Ouais. entre les deux. Notamment il y a une très belle intro qui est une sorte de petit road movie entre le New Jersey et la Californie. Donc ça permet de traverser aussi toutes les États-Unis. Donc il y a un côté moi qui me fait penser, je sais pas, il y a une sorte de conquête de l'Ouest qui est faite comme Ouais, ça. c'est vrai que Ouais. la lumière et tout. Ouais. Alors, les plans, de toute façon, sont quand même vachement réussis. Ouais. On sent que c'est fait avec. Que le mec est assez pro, quoi. Ouais. Donc, ce réalisateur de Rocky, il y a plein de plans déjà emblématiques. Il y a il y a le fait que le film dure 2 heures, plus de 2 heures, et je trouve qu'elle passe super vite. C'est très bien construit. Et du coup, voilà, c'est un film vachement agréable pour ça, quoi. C'est un film vachement agréable, donc avec comme acteur deux acteurs principaux. Donc il y a Ralph Macchio qui joue cet ado-là, qui s'appelle Daniel LaRusso, Ouais. et il y a Pat Morita qui va jouer le maître japonais qui va lui apprendre le karaté et qui est aussi le concierge en gros de l'espèce de résidence dans laquelle il est, une D'homme à résidence tout pour faire, pauvres, quoi. Voilà. Et donc en gros l'histoire, mais tout le monde je pense la connaît. Enfin vous êtes beaucoup à avoir vu Karate Kid certainement. C'est un jeune qui débarque en Californie. Il se fait bolosser. Par des gens qui font du karaté. Lui-même pratique un peu le karaté au départ, mais un peu en autodidacte, quoi. Ouais, un karaté un peu voilà. bizarre. Et donc c'est donc un gamin joué par Ralph Macchio qui joue un ado dans le film, sachant qu'au moment du tournage, il a déjà 22 ans. Ah ouais, il fait Ouais. vraiment beaucoup moins, quoi. Et particularité de Ralph Macchio, c'est que pendant très très longtemps, il a eu ce physique-là d'ado. Et à partir du moment où il n'a plus ce physique d'ado, alors qu'il était... Il avait 50 ans. Voilà, il avait 50 ans, et ben il a fait Cobra Kai. Voilà, non mais sa carrière a un peu périclité. Mais avant ça, il avait joué par exemple dans Outsiders, un film de Coppola avec Matt Dillon notamment. Qui a aussi un peu périclité avec les années.
Matt Dillon aussi. Ouais. C'est Voilà. ce qu'on appelle la Et, malédiction de Outsider. un film que je conseille d'ailleurs à tout le monde, Outsider, c'est vraiment un très très beau film sur l'adolescence. Et comme Karate Kid, qui est pour le coup notre podcast est là pour cracher sur l'enfance, mais c'est vrai que c'est plutôt un bon film. C'est Ok. c'est une bonne Madeleine de Proust. Il y a un petit peu tout le décorum des années 80 avec les pop-up girls. Mhm. Il y a la soirée d'Halloween, il y a tout ce truc-là. Et il y a un truc qui était un peu bizarre en fait dans le film, j'ai compté. En fait, c'est que au niveau du rythme, pendant 1 heure, Daniel se fait péter la gueule. Il commence en fait à prendre ses premiers cours au bout d'1 heure de film. Et bizarrement, j'ai pas trouvé que c'était si long que ça, ce truc-là, parce que c'est quand même assez rythmé. Et qu'il y a quand même pas C'est mal de ton choses. goût pour la torture, certainement. Sûrement, c'est pour ça que j'avais bien aimé Rambo 2 Ouais. quand il le met sur la planche à torture. Ben, moi, je pense qu'il y a un reste en fait du cinéma des années 70 et c'est le côté film de Charles Bronson où tous les films de Charles Bronson c'est toujours le même pattern, on va dire. C'est pendant la première demi-heure, les héros où, Ils se font bolosser. voilà, ils sont bolossés, c'est des victimes, etc. Et au fur et à mesure, la satisfaction du spectateur, elle va venir de la montée en puissance du héros ou du justicier. Et là, c'est au Et, bout d'1 heure, donc c'est vrai qu'on a quand même le temps de le voir vachement se faire Ouais. humilier. Et effectivement, je trouve que la reconnaissance de cette attente est à la hauteur. Mais enfin, c'est pas non plus qu'un loser qui se fait bolosser. Enfin, il est pas loser d'ailleurs, mais Non, il est juste pauvre et chétif. Mais il arrive quand même à séduire Elizabeth Shue, qui est une fille riche et qui est donc l'ex de Johnny Lawrence, Johnny Lawrence, qui est un joué, psychopathe. voilà, qui est joué par William Zabka. Voilà, William Zabka, qui deviendra après le héros donc de Cobra Kai. qui reprendra son rôle, quoi. Il reprendra son Ouais. rôle, effectivement. Et alors, c'était un peu étrange de voir. Parce que moi, du coup, j'ai vu Cobra Kai avant de revoir Karate Kid. Mhm. Et c'est un peu étrange d'avoir repris le rôle de Johnny Lawrence. Parce que dans Ouais. Karate Kid, c'est vraiment un pur psychopathe, en fait. Il n'y a pas de. Juste à la fin, il est un peu content que. Ouais, il y a une petite nuance quand même, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui harcèle, qui tape, qui est menaçant envers son ex aussi. Du coup, c'est vraiment un personnage assez affreux. Et alors, je trouve c'est assez étonnant pour un film des années 80 aux États-Unis. Souvent, on a quand même. C'est l'Amérique un peu des winners, etc. Et là, il y a quand même une critique riche contre pauvre. Oui, c'est assez intéressant. Immigré contre blond, on va dire. Blond contre Voilà. brun. Parce que ceux de Cobra Kai, en gros, ils sont quasiment. Je crois qu'ils sont tous blonds, Ouais, ça, plus ça- ou moins, à ça- part le Sensei. Mais c'est un peu des nazis, en fait. Hein. bah, Il y a un petit clairement. côté arien, un peu comme alors ça. que Ralph Macchio, il arrive avec ses origines italiennes, brun, voilà. Il va être entraîné par un japonais qui est lui-même un immigré. Et c'est bizarre de les mettre dans la position en fait Des winners, quoi. des winners et des héros dans les années 80 quand même aux États-Unis. C'est quand même les années fric. Ouais, et Donc, puis il y a quand même ce truc de quand même promouvoir la défense plutôt que l'attaque. Et c'est aussi assez. Enfin, Et moi je dirais que c'est là où il y a une intention dans le film, mais elle est quand même pas tenue jusqu'au bout. non, mais C'est en- qu'au final, c'est la ce fin, qu'on il lui lui met- conseille, mais bon, il faut quand même utiliser l'espèce de coup de pied de la grue là à la fin pour bien lui mettre dans la face. alors, la grue étant un animal dans le film, hein, et Ouais. pas le coup de pied de la grue. Coup de pied de la grue, Sinon, ça c'est fait vraiment... très très mal. Ne faites pas ça chez vous. Et c'est Ouais. Ne probablement faites pas non illégal. plus le coup de pied aussi si vous avez plus de 40 ans, parce que normalement vous allez vous faire un claquage. Mais enfin, moi je m'en ferai un. Donc, donc il y a cette histoire de quand même du petit contre le grand et du prolo contre la bourgeoisie. De David contre Goliath. Donc des thèmes qui sont pas forcément toujours abordés dans le cinéma américain, enfin pas forcément comme ça. Un peu comme une fable en plus, et je trouve que c'est plutôt bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration sur la manière dont c'est mis en scène. Il y a vraiment beaucoup d'images très iconiques et très belles. Je pense notamment quand il s'entraîne au bord de l'eau. Il y a des plans où c'est pas que j'ai pris ma claque non plus, mais où je me suis dit, putain, il y a l'envie quand même
de transmettre quelque chose. On sent que c'est vraiment pas un produit complètement décérébré et cynique, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser là, pour la qualité de la réalisation ou enfin, tout ce qui est image ou son. Au niveau de la musique, c'est Bill Conti qui fait la BO, donc c'est un reste de Rocky aussi. Un bon reste. Voilà, et Bill Conti, c'est quand même pas n'importe qui. Et c'est vrai que la musique orchestrale début, est vraiment super. Et après, le reste de la BO, c'est très années 80 avec. C'est le rock FM qu'on aime bien. Ouais, voilà. C'est du rock FM, un petit peu bas du front, mais qui fonctionne bien pour ces films des années 80. Notamment, il y a je sais plus exactement comment s'appelle le morceau, là, The Best, je sais pas quoi, qui est à la fin pour l'espèce de montage du tournoi final et qui est réutilisé dans un épisode de South Park qui est vraiment hilarant où le père de Stan veut se battre avec les autres pères qui assistent à des matchs de baseball. Enfin bref, c'est très bien utilisé par South Park. Mais donc c'est un film qui est très bien, qui est plutôt bien écrit. Qui est bien réalisé, la musique est super. Là, voilà, c'est un peu. Il y a plein de qualités du film. Il y a Oui, une dernière grande qualité. Il y en a c'est peut-être pas la dernière, il y en a peut-être d'autres. Mais... Non, mais je me suis vraiment dit que au bout d'1h15, en fait, il y a une scène assez emblématique où il est complètement crevé parce qu'il a fait tout ce que son sensei, son maître, lui a dit, et du coup, c'est en pleine nuit, et ils mettent en pratique. Le wax on, wax off. Et en la revoyant, j'ai eu vraiment des frissons et je me suis dit que la scène était vraiment très bien réalisée et qu'elle arrivait au bon moment dans le film. C'était un moment où je m'étais dit, bon, alors qu'est-ce qui se passe là? Et il y a ce truc-là, et en la connaissant même à l'avance, je me suis dit qu'elle fonctionnait vraiment super bien, quoi. Mais alors, justement, moi, il y a quelque chose. Donc, effectivement, en tant que film, ces scènes-là. En gros, il apprend le karaté en repeignant des palissades, la maison. Et en ponçant à la main des trucs. Le parquet, en lustrant les voitures, etc. Mais il y a quand même quelque chose, il y a un message derrière ça. Je trouve que c'est un peu symptomatique aussi des États-Unis, c'est que finalement, pour faire passer un enseignement, ça ne doit pas passer par quelque chose de rébarbatif. Il faut toujours, en quelque part, un peu s'amuser ou détourner les choses pour apprendre. Et là, ils ne s'amusent pas trop. Oui, mais il y a quand même un truc, c'est que le film, à un moment, fait une citation. En fait, ça s'inspire de la 36e chambre de Shaolin, donc film hongkongais, où pour... celui qui veut apprendre en fait le karaté, enfin les arts martiaux, doit construire un échafaudage autour d'une tour justement où il y a les moines Shaolin qui s'entraînent aux arts martiaux, quoi. Et donc il apprend en construisant l'échafaudage en observant en fait les moines de Shaolin. Et le fait d'avoir cet entraînement là inhabituel et pas dans un dojo, etc., en fait est inspiré de la 36e chambre de Shaolin. D'accord. Mais généralement, en fait, quand on voit des films, je sais pas, par exemple les premiers Jackie Chan, etc., on assiste toujours à un entraînement assez dur, en fait, mais un entraînement assez dur qui passe pas forcément par une activité détournée. On est directement dans l'art martial, même si ça peut arriver. Donc, je sais pas, il y a un truc aussi qui... Toi, c'est le côté ludique où tu trouves que ça... Je trouve ça bizarre, en fait, la finalité de ça, même si il y a quelque chose de jouissif à voir un pauvre défoncer des petits bourgeois, ça, je serais toujours d'accord pour ça, dans la vraie vie aussi. Non, mais c'est le fait, du coup, qu'ils utilisent... c'est juste peut-être cinématographique, c'est juste dire, on pensait pas qu'avec ce qu'on... Il y a toujours un peu ce suspense et ce doute, dire en fait peut-être ce japonais il est complètement fou, il lui fait faire que de la merde, même si on sait que non. Mais je trouve ça assez bizarre comme moralité de se dire que quelqu'un qui va s'entraîner 2-3 mois va être plus fort que des gens qui s'entraînent depuis des années très sérieusement, parce que le karaté n'est pas là, ni là, mais là. Ouais. sans là c'est difficile, c'est visuel, hein, mais... Donc en gros ça serait pas dans les points ou machin et tout ça, mais c'est dans ta tête et dans ton cœur, quoi. C'est absolument et pas ça au niveau que de la ceinture, quoi. Ouais. En tout cas, le karaté n'est pas en dessous de la ceinture. C'est pas ce que disait Rocco Siffredi. Et c'est Freddy non plus. Voilà. Et ses frères. Non. Et donc voilà, je trouve ça étrange, ce truc-là. Il y a un peu
pour moi, on transmet encore le rêve américain. Je parlais tout à l'heure de la conquête de l'Ouest avec la traversée en fait, du New Jersey jusqu'en Californie. Ouais, Là, il y a un autre mythe. C'est en gros, si tu veux vraiment, tu peux y arriver. Et alors, c'est cinématographique de faire ça, mais c'est aussi une idéologie qui n'est pas vraie non plus, tout simplement. C'est pas qu'une question de volonté, mais il faut aussi avoir des bonsaïs. voilà. Il faut avoir des bonsaïs. Mais voilà, c'est notamment dans le tournoi, il y a quelque chose qui est assez gênant, c'est qu'en demi-finale, donc c'est pas Ralph Macchio qui affronte le seul karatéka qui est d'origine asiatique et qui se fait bolosser par Daniel Lawrence. Donc t'as envie de dire, même ça, ils vont le voler en fait aux Japonais, quoi. Ah oui, d'accord, Alors, je comprends. l'autre est pas forcément japonais, mais en tout cas, ça veut dire, bon, les Américains, même là-dessus, ils sont plus forts. Et donc, ça finit avec un blond qui affronte un Italien, un gars d'origine italienne. Et, Ils sont tous les deux américains. alors que l'autre, en fait, a l'air hyper fort. Il fait des trucs vraiment hyper balèzes, mais bon, il suffit d'un petit peu d'entraînement pour le battre, quoi. Il suffit un peu de wax. Il suffit d'être américain, tout simplement, et on est les plus forts. Donc c'est un peu bizarre d'avoir ce truc-là de David contre Goliath tout le long du film, pour finir sur un truc un peu, je dirais, mou, en gros, de l'appropriation culturelle. Est-ce que ça se passe exactement comme dans Retour vers le futur, où c'est les Blancs qui inventent le rock'n'roll? Et ben là, c'est les Blancs qui inventent le karaté. Ils réinventent le karaté, même si c'est transmis par un vrai japonais, qui est d'ailleurs, je reviens sur, je viens sur Pat Morita, pour ce rôle-là de Monsieur Miyagi. Oui. Faut savoir que c'est Toshiro Mifune qui a été auditionné au départ. Toshiro Mifune, qui ouais. est donc l'acteur emblématique et de Kurosawa. pendant longtemps, l'homme le plus beau du monde. Et encore On le maintenant. rappelle. Regardez sa filmographie, Ouais. Les 7 samouraïs Voilà. et les autres. Donc c'est lui qui devait jouer à la base Monsieur Miyagi, mais ils ont préféré Pat Morita, qui n'est pas du tout japonais. Hein. D'accord. Il me semble qu'il est né, il est né aux États-Unis déjà. Donc c'est lui qui joue un des cuistots dans Happy Days, dans l'espèce de cafette là, enfin le diner. Et donc c'est quand même étrange parce que quelque part on l'oblige à prendre un vieil accent pseudo-japonais. Il s'en sort, voilà. mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. De toute façon, ces trucs des accents dans les années 80, que ce soit dans les traductions, que ce soit dans les versions originales, c'est toujours un peu problématique. Et puis en plus c'est un peu étrange parce que en gros on sait qu'il est là au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il a servi... Alors cette scène, il faut peut-être en parler. Il y a cette scène où... vas-y, je te laisse l'évoquer. Ça va être très étrange, ça va être très bizarre. Je vais essayer. Donc il y a un moment, je sais plus, c'est vers la fin du film en tout cas, où le Monsieur Miyagi donc est complètement bourré et du coup on a une sorte de fenêtre sur sa vie d'avant qui est qu'il a été dans l'armée japonaise et je crois. Hein. C'est ça. C'est ça. Il n'a pas été dans l'armée japonaise. En fait, il a été pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des régiments japonais qui ont servi les États-Unis. Et j'avais pas notamment, il y avait des lois en fait. Je croyais que c'était un kamikaze. Mais en fait, c'est un thème qui est très peu traité dans le cinéma américain. Mais il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains d'origine japonaise ont été enfermés dans des camps aux États-Unis. Pour être sûr que... Voilà, pour être sûr, parce que comme c'était la guerre contre les Japonais, on s'est dit tiens, si on les enferme maintenant dans des camps, ça serait assez humain. Mais il y a eu aussi donc des Japonais qui ont servi l'armée américaine, et donc c'est ce qui est évoqué. Monsieur Miyagi aurait fait partie de ces régiments-là. Il a eu ses médailles et il a perdu pour sa famille. l'histoire, les régiments japonais qui servaient les Américains et qui ont participé au débarquement et qui sont servi à la libération de l'Europe, c'est les bataillons les plus décorés de l'armée américaine. D'accord. Voilà. Et donc c'est une double injustice puisque voilà, donc il a des médailles, etc. Mais il a perdu du coup. Il perd sa femme qui est enceinte au moment où lui combat pour les États-Unis. Et donc, en fait, sa femme est dans ces camps-là. Et du coup, comme il n'y a pas de médecin, elle perd l'enfant et c'est assez triste. Mais la scène est un peu bizarre, avec lui qui est alcoolisé. Et voilà. Moi, en fait, je trouve ça très fort sur un film qui est quelque part
très classique. Là, il y a un moment avec un thème qui est rare dans le cinéma, ou rare tout court en fait, un truc qui est très peu su. Et il y a une phrase où il dit le pays de la liberté, mais il n'y a pas de médecin. Ouais. Voilà. Et donc du coup, comme on est sur un espèce de rêve américain. De teen movie limite. Voilà, et d'un coup il y a un truc où on vient casser ça et je trouve qu'on retrouve bien le réalisateur de Rocky, même si Rocky, la fin est belle, mais la fin c'est quand même une défaite. Ouais, de c'est Rocky. vrai. Donc il y a un côté de on peut y arriver, mais on n'y arrive pas complètement, on se rapproche du truc. C'est pas, pas un les, triomphe. les États-Unis n'est pas que la terre d'asile et Ouais. de réussite que ça. Alors je voudrais parler d'une autre séquence qui me semble importante, c'est le moment où il a rendez-vous avec Elisabeth Shue. Dans l'espèce Voilà. de. Il est conduit par sa mère, donc là il y a la confrontation classique entre la mère pauvre qui est sympathique et les parents riches qui sont un moins peu moins sympathiques. sympathique. Voilà, bon, ça c'est une opposition un peu classique. Et donc elle les emmène, elle les dépose à un parc d'attractions. Et là, on est clairement dans les années 80. C'est là, on te vend l'American Way of Life, le Pepsi, les autotamponneuses, les jeux d'arcade, les trampolines. montagnes russes et tout ça. Et tu te dis, waouh, c'est là où je veux vivre en fait. Et là, on est clairement dans c'est un clip quoi. En vrai, au bout de 15 minutes, je me ferais chier là-bas. Mais... Ouais. Moi, je sais pas. En tout cas, pour avoir vu beaucoup de fois le film en tant qu'enfant, Oui, t'avais envie de. voilà, j'étais. Ouais, c'est. Ouais, c'est parc là où je veux vivre. Et ça avait même pas l'air d'être un parc d'attractions. J'ai l'impression que pour eux, c'était genre leur centre commercial. Ah oui, voilà, Tu vois, c'est ça. Ouais. Putain, alors, t'allais chez Carrefour, après t'étais là, mais où est le trampoline et l'auto-tamponneuse alors que t'avais une vieille truc à pièces. Donc, Et un je sais pas, chariot. c'est quand même aussi un film qui navigue entre plusieurs eaux. Il y a ce truc-là clairement de soft power américain et en même temps ça le dénonce aussi de l'intérieur. Donc c'est quand même plus intéressant que la moyenne. Et d'ailleurs le premier Karate Kid, il y a eu 3 Karate Kid avant que des années après il y a eu Cobra Kai le 2 et le 3 sont beaucoup moins intéressants. Hein. D'accord, Ouais. j'ai pas vu les. Et, Mais du coup, on en voit quand même des passages dans Cobra Kai. Donc, effectivement, comme fer de lance des années 80, d'abord sur YouTube, mais après sur Netflix, il a été forcément repris. Comme tout ce qui a trait aux années 80 est repris par Netflix. Et donc, Cobra Kai est devenu cette série avec énormément de succès et qui est partie pour sa 5e saison, quoi. Voilà, alors c'est là où on inverse les rôles. Moi, j'ai découvert Cobra Kai en préparant en fait cette émission. Et enfin, je connaissais la série, mais j'avais pas encore regardé depuis le temps que ça existait. Et donc, du coup, là, il y a une inversion des rôles où Johnny Lawrence est en gros le pauvre qui a raté sa vie. C'est l'anti-héros, en fait. Suite à la défaite, on va dire, à ce tournoi de la vallée. Du coup, quoi. est devenu alcoolique, sans emploi. Il y a personne, et son fils lui fait la gueule. Je sais plus comment il s'appelle. Et Ralph Macchio, donc Daniel Larousseau, qui lui est dans une réussite totale, qui est devenu riche. Donc c'est vraiment Vie ma vie, ils ont inversé les rôles, c'est une émission de TF1. Alors cette série, en gros, je pense quand elle a démarré, on était encore dans les années Trump, logiquement. Et alors je sais pas si ça a commencé exactement là ou sous Obama et tout, mais il y a quelque chose que je trouve intéressant là-dedans. En tout cas sur le début de la première saison, c'est que moi je l'ai trouvé extrêmement réac en fait comme série. On a vraiment ce truc là de pas Daniel Lawrence, Johnny Lawrence, il est présenté comme un beauf, mais en même temps un beauf sympathique. Moi j'écoute pas des trucs pourraves, il écoute les Guns. Ouais, mais c'est vrai que c'est bizarre un peu moi j'adore la série en plus, du coup j'en parle de manière ultra détendue là-dessus, mais c'est vrai que on s'attache à un mec ultra réac, assez raciste. Est-ce que c'est pas un peu le syndrome Clint Eastwood, tu vois, dans les films où il est ultra réac, ultra raciste, mais quand même charismatique? Oui, c'est le façon Grand Torino. Quoi. Ouais, il y a un petit peu de ça, quoi. C'est, je suis raciste, mais je vais quand même prendre soin de quelqu'un d'origine étrangère. Quoi. Parce que je suis américain, du coup, je me mêle de ce qui me regarde. Voilà, c'est ça, et je résous quand même les problèmes par la violence. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est déjà présent, on va dire, dans le film d'origine. Mine de rien, même si, le karaté, c'est pour la défense et tout ça, bon, le but, c'est quand même de tataner un petit peu, quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'il pourrait aussi faire sa vie un peu en dehors de
des autres et pas forcément vouloir péter la gueule à l'autre. Et donc, moi, je trouve qu'en tout cas, sur Cobra Kai, sur le début, en tout cas, de la première saison, mais ça a l'air, de toute façon, d'être ultra surprenant. Il y a vraiment plus de gros sabots encore que dans le film. C'est-à-dire qu'on a vraiment les riches qui sont vraiment très méchants. En tout cas, c'est pas très nuancé. Et puis, d'un autre côté, on a le clan des geeks, qu'on n'avait pas trop dans le premier, enfin, dans le film. Et on a les pauvres, en gros, qui peuvent, les geeks peuvent être pauvres aussi, mais qui sont un peu plus sympathiques, quoi. Donc il y a vraiment, c'est démarqué comme ça, mais je trouve qu'il y a vraiment ce truc-là des riches qui sont très très méchants. Alors c'est vrai que dans la vraie vie, les riches sont très méchants. Ça, c'est, on n'est pas obligé c'est d'en basé faire des sur une histoire séries vraie. là-dessus. Non, moi je suis pas trop d'accord parce que le rôle de Daniel LaRusso, il est censé être riche, mais il est pas si méchant que ça. Il est un peu, il s'est un peu perdu en chemin et ça parle. La série parle aussi de ça, de cette manière un peu de se retrouver et de redevenir du coup un beauf violent plus tard. Et ça sera dans la saison 4 et c'est plutôt cool. Non, c'est vrai qu'il y a une petite délectation à voir des beaufs violents se taper sur la gueule. Mais voilà, après toutes les réserves que j'ai pour la série, c'est vrai que c'est le genre de série où les épisodes sont assez courts, ça finit toujours sur un espèce de cliffhanger où tu dis bon bah tiens je vais enchaîner avec l'autre. Donc c'est des trucs qui se laissent regarder facilement. Pendant Après, le Covid, c'était ça vous bien. apporte pas grand chose, mais Pendant le confinement, ça nous allait très bien. Quoi. ouais. C'est un truc voilà qui est pas désagréable à regarder, mais bon, qui a peut-être pas la force, enfin qui se sert en gros des images mythiques du premier en particulier. Bon après, Je trouve de ça quelques assez, images fortes du je trouve ça assez deuxième et habile troisième. comment elles sont utilisées justement ces images. Ouais. Il y a une petite Grâce au montage. c'est toujours un peu compliqué. Alors je fais une autre parenthèse, mais quand il y a eu le retour, par exemple, de Twin Peaks sur la 3e saison, donc qui s'est fait 25 ans après les 2 premières, c'est pareil. Ils utilisaient des images aussi des premières saisons et surtout du film fait à Walk With Me. Et pour Matrix aussi, du coup. c'est toujours un peu compliqué parce que tu te dis il faut faire quelque chose qui soit à la hauteur des images que tu montes parce que sinon ça fait. Rappelez-vous, avant c'était mieux, non? Et dans Twin Peaks ça fonctionnait parce que la 3e saison est vraiment très très bien. Dans Cobra Kai je suis pas allé assez loin pour savoir si ça fonctionne pleinement, mais oui, après on n'est pas dans les mêmes. Enfin, dans le même registre, mais effectivement dans Matrix aussi ils utilisent, dans le 4 ouais. ils utilisent beaucoup des images du 1 et moi j'ai bien aimé. Ouais, mais je pense que c'est faire jouer une fibre nostalgique un peu facile, quoi. Voilà. Pourquoi pas, on peut le faire, mais dans le cas de Cobra Kai c'est Netflix, donc t'es quand même dans l'endroit de la nostalgie facile. Oui, puis à la base c'était diffusé sur YouTube avant d'être sur Netflix, donc là aussi pareil, je pense, bon c'est pas les ambitions, c'est quand même pas non plus de faire 2001 l'Odyssée de l'espace. Voilà, mais bon, bah en tout cas c'est une série qu'on peut quand même, on crache pas trop sur la série. On crache pas trop sur le film non plus. Non, voilà, ça fait partie en tout cas des je dirais, Glavio retenu. Voilà. Est-ce que vous êtes pour garder cette expression à la fin de chaque... Glavio retenu ou Glavio lâché. Voilà. Donc là, je dirais que c'est un film qui est... Il y a des grosses ficelles, il y a des trucs qui me semblent... pas si fin que ça, mais finalement, ça fait quand même l'affaire pour un film d'ado... certes classique, mais dans ce classicisme, il y a quand même des choses qu'on voit pas ailleurs. C'est le film qu'on peut revoir, même avec du coup ses enfants, si jamais. C'est un film assez bon public. Je me lance maintenant. Je dirais que ce podcast s'engage. Mais est-ce que quelque part, ça ne vieillit pas mieux que Retour vers le futur? Ou que Ghostbusters. Ghostbusters, c'est sûr. Alors, Karate Kid, c'est vrai qu'il est quand même considéré comme un film mineur. Et la série d'ailleurs était considérée comme... Et voilà, par rapport aux mastodontes que sont dans la pop culture Ghostbusters et Retour vers le futur, est-ce que Karate Kid serait pas l'outsider qui mériterait plus? C'est un peu de la provoque pour Retour vers le futur parce que honnêtement c'est quand même un sacré Par bon contre film. Ghostbusters, moi je suis complètement sérieux. Il n'y a pas de problème, c'est de la ça merde. l'enterre, Voilà. Spoiler alert, mais Ghostbusters, Glavio non retenu. Glavio lâché avec délectation. Bon, sur cette histoire de Glavio, je te propose de se laisser et de se dire à la prochaine. De laisser les gens se faire leur idée aussi en regardant Karate Kid. Et... Voilà, revoyez Karate Kid, et pour ceux qui essayent de faire des coups de pied sautés, si vous avez passé 40 ans,
Des assouplissements avant, c'est important. Étirez-vous. Sinon, étirement, et sinon c'est Stretching. claquage. Voilà. Stretching mental, stretching. Et des pantalons souples, ou voire pas de pantalons tout court, mais à ce moment-là, pas de public parce que c'est pas très beau à voir. Allez, prenez Allez, soin à la de vous. prochaine. Salut. J'ai craché sur votre enfance.